guider vos prochaines actions en analytique RH. Actuellement, vous devez voir mon écran. Voici un petit résumé de ce qu'on va voir ce midi lors de notre webinaire. Ma collègue et moi allons nous présenter. On va faire un petit résumé des activités qui vont venir prochainement. On va revenir sur le continuum aussi de l'analytique RH, qui est quand même un classique dans nos présentations. Et ensuite, on va commencer à pouvoir parler de modèles de maturité et des différents niveaux de maturité. On va positionner les entreprises du Québec à travers notre modèle. Et finalement, ma collègue va pouvoir commencer à vous parler des 6 piliers de l'analytique RH sur lesquels vous pouvez jouer. Je m'appelle Émy Ruel, je suis conseillère en analytique RH chez Syntel depuis près de 7 ans. Ça va faire 7 ans en janvier. Donc, moi, j'aide les entreprises à mettre en place leur projet d'analytique RH et j'accompagne beaucoup André dans les différents projets que nous avons chez Cara et je m'occupe principalement de tout ce qui est volet benchmarking en ressources humaines chez Syntel et Cara. Je suis accompagnée d'André Laforge, notre vice-présidente expérience employée et chef de produit enthousiaste. Vous devez assurément la connaître. Elle participe à de nombreuses tribunes en ce qui a trait à l'analytique RH. Elle donne différentes, tout ce qui est conférences. Et c'est la principale rédactrice de notre blog Cara. Puis je tiens à le dire, elle a été nommée parmi les 50 top 50 HR Analytic Influencers au monde. Donc, ce n'est pas rien. Qui on est? On travaille pour Syntel. On est une firme de BI de Québec. On existe depuis maintenant 35 ans, donc, et ça dans tout type de ligne d'affaires. Il y a environ une dizaine d'années, on a décidé de prendre la décision de faire du BI, mais pour les gens de RH. Donc, de là est née notre solution que vous connaissiez auparavant sous le nom de Syntel Capital Humain. Et là, il faut se remettre un peu en perspective. Il y a une dizaine d'années, l'analytique RH n'était pas très reconnue, c'était pas super populaire. Donc, notre offre a été divisée principalement en 3. Donc, on a fait beaucoup de formations pour aider les gens à comprendre l'analytique RH, choisir leurs indicateurs, montrer comment, justement, vous pouvez les calculer. On a fait aussi beaucoup d'accompagnement pour aider les organisations à bâtir leur premier tableau de bord, à faire des audits de leur tableau de bord, choisir leurs indicateurs. Et finalement, on a une plateforme d'analytique RH qui est également Cara. Vous voyez actuellement une liste d'entreprises qu'on aide ou qu'on a aidé par le passé à monter des tableaux de bord ou qui possèdent actuellement notre solution. Juste avant de commencer, voici les prochaines activités qui vont venir. Tout d'abord, après le webinaire, vous recevrez un lien vers un sondage de satisfaction. Donc, je vous invite à y participer en grand nombre pour nous dire ce que vous avez apprécié de notre formation. Ça nous aide toujours à nous améliorer et à déterminer les prochains sujets qui seront abordés. À la fin de la semaine, vous recevrez également un courriel contenant la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui ainsi que le lien vers le webinaire si jamais vous voulez le revoir ou le partager. Notre prochaine activité qui va se tenir aussi en lien avec notre modèle de maturité va avoir lieu en février. Donc, c'est un webinaire qui va se donner en collaboration avec Horizon RH. Je vous invite à suivre leur communication, à vous abonner également à leur infolette pour que vous puissiez vous inscrire au moment opportun. Et finalement, notre prochain webinaire Cara, donc on lance une nouvelle série de webinaires à partir du mois de janvier sur les différents domaines d'indicateurs de performance. Donc, notre premier webinaire va se tenir le 26 janvier prochain sur les indicateurs de roulement. Mon collègue vient de partager, si je ne me trompe pas, dans le chat le lien vers le formulaire d'inscription. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est déjà commencé. Le modèle de maturité, juste avant de commencer, ce qui est important de faire, c'est d'établir la base sur ce qu'est l'analytique RH. Pour plusieurs personnes, ça s'arrête tout simplement au calcul de certains indicateurs, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, pour le bien de la journée, l'analytique RH, ce que c'est que c'est un processus qui permet de prendre des décisions optimales basées sur les données que vous avez. Donc, pour ce faire, il y a différentes étapes pour y parvenir. La première, l'intuition. On ne s'attardera pas vraiment dessus. Vous savez tout ce que c'est, puis c'est la base au départ de l'analytique. Ensuite, c'est là que vont arriver les indicateurs de performance. Donc, pour les gens qui pensent que l'indicateur de performance, mesurer des indicateurs, c'est de là que ça s'arrête l'analytique RH et c'est faire de l'analytique RH. C'est le balbutiement carrément de l'analytique RH. Donc, c'est là qu'ils vont entrer en ligne de compte les indicateurs mesurés sur une fréquence semi-régulière. Ensuite, il va y avoir le volet benchmark. Donc, vous allez vouloir savoir, OK, j'ai des indicateurs, mais est-ce que mes résultats sont bons? Et c'est là que vous allez vouloir commencer à contacter des entreprises que vous connaissez pour obtenir des comparatifs. Sinon, vous allez participer à des initiatives de benchmark comme le baromètre RH, qui est la seule initiative au Québec en ressources humaines pour se comparer. Et là, après ça, vous allez avoir tout ce qui est tableau de bord. Donc, vous avez différents indicateurs de performance que vous voulez réunir. Et ça va être un tableau de bord également que je tiens à préciser qui est vivant.
qui va être orienté vers les stratégies organisationnelles de votre organisation. Donc, il y a des indicateurs qui vont arriver, d'autres qui vont partir. Donc, ce n'est pas un tableau de bord statique que vous allez suivre d'année en année. Et là, après ça, il va y avoir tout ce qui est sondage. Donc, sondage mobilisation, bien entendu, entrevue de départ, sondage d'accueil. Et là, vous allez vouloir avoir des données actives de vos employés pour pouvoir agir puis pouvoir vous adapter. Là, on est dans le domaine du quoi. Et là, après ça, c'est là nous, on appelle ça le mur de l'analytique RH. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment ressentir les bienfaits après ça, mais après ça, vous allez devoir également avoir des ressources qui vont être commises à l'analytique RH. Donc, bien entendu, des ressources humaines, vous allez avoir une personne responsable de l'analytique RH. Vous allez avoir des ressources matérielles. Donc, vous allez utiliser des outils de visualisation tels que Power BI, Tableau ou Cara. Et ensuite de ça, vous allez vouloir aussi faire... à partir de là, vous allez faire de la corrélation entre vos indicateurs, établir des liens de cause à effet entre vos indicateurs et entre vos initiatives. Et là, vous allez arriver au prédictif, donc dire qui est à risque de partir de mon organisation, ce genre de choses-là. Et ultimement, vous allez parvenir au Graal de l'analytique RH, qui est le prescriptif. Donc là, vous avez fait des prescriptions et là, vous dites qu'est-ce que je peux faire pour contrer cette situation-là et finalement l'éviter. Donc, de là, le continuum de l'analytique. Donc, maintenant, on peut commencer à parler de maturité. Vous avez rempli pour la plupart notre sondage de maturité qui est en ligne. Donc, il existe 4 niveaux. Vous avez tous reçu, si vous avez rempli le sondage, votre rapport de maturité. Le premier niveau, c'est le niveau réactif. Donc, son nom le décrit bien. C'est des entreprises où la donnée RH n'est pas très valorisée, où on ne l'utilise pas vraiment. Il y a beaucoup d'erreurs. On n'est pas concentré sur la qualité de nos données. La majorité des décisions vont être prises en fonction d'intuition. Donc, de savoir, ben j'ai déjà bâti ça par le passé, une initiative comme ça avait bien marché, je vais l'appliquer ici, puis on va voir si ça marche aussi. Donc, ça va être beaucoup en fonction de l'expérience. On va répondre, là, par exemple, à des questions. Il y en a des indicateurs à ce niveau-là. Donc, on va nous le demander, c'est quoi notre taux de roulement, c'est quoi notre nombre d'embauches, c'est quoi notre délai d'embauche. On va être capable, mais on va être très réactif. Donc, on n'a pas de mécanisme, on n'a pas de structure en arrière pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, on va retourner dans notre bureau, on va faire nos calculs, puis finalement, on va ramener nos résultats. Et finalement, on n'a pas de personne responsable. Deuxième niveau, prise de conscience. C'est là que la donnée, on va commencer à s'attarder vraiment à la qualité et à tout parler, ce qui va être peut-être de gouvernance de données, puis à faire vraiment un focus là-dessus. Donc, s'assurer que tout le monde a bel et bien un numéro d'employé, qui respecte bien le même numéro d'employé dans tous les systèmes. Une personne responsable de l'analytique RH va être également nommée et on va être très orienté reporting. Donc, on va faire des tableaux de bord, mais on va vraiment s'axer sur ce qui s'est passé sans vraiment regarder ce qui nous attend plus tard. Et là, après ça, convergence. Donc, c'est là qu'on commence à ressentir les bienfaits. On a plusieurs sources de données, vous le savez, en ressources humaines, ATS, LMS, système de paye, SIRH. Mais là, on va commencer à vouloir combiner toutes ces sources de données-là pour pouvoir approfondir nos analyses. Nos tableaux de bord vont être automatisés. Et finalement, les décisions vont être prises en fonction des données que vous avez. Et il va y avoir une équipe qui va commencer à être bâtie aussi avec différents profils. Donc, bien entendu, il y a la personne RH qui va bien comprendre les données RH, mais vous allez intégrer peut-être un scientifique de données, une personne TI, puis des personnes en relation de travail, par exemple. Et finalement, ultimement, le haut niveau de maturité, c'est le niveau maîtrise. Donc là, à ce niveau-là, aucune décision n'est prise en fonction, sans être appuyée sur vos données. Donc, toutes les décisions prises en lien avec vos talents sont prises en fonction des données que vous avez et de vos résultats. Là, c'est toute l'équipe qui est compétente en matière d'analytique RH. Donc, il n'y a plus juste l'équipe responsable de l'analytique RH qui s'y connaît. Il y a vraiment l'ensemble de la fonction RH. Et là, vous allez commencer des modèles prédictifs. Vous allez également dire quel est mon risque de taux de roulement au cours de la prochaine année. Et là, vous allez faire des analyses de risque. Donc, si je ne fais rien, combien ça va me coûter? Qu'est-ce que ça engendre? Ce genre de situation-là. Actuellement, au Québec, vous êtes au niveau prise de conscience. Mais prise de conscience, quand même, pas limite avec le réactif, mais pas très loin du niveau réactif. Donc, on voit comme de quoi ça commence à gagner en importance. Et je ne sais pas si les gens qui ont participé au sondage se rappellent, on a demandé votre taille d'organisation pour voir s'il allait avoir une différence entre les tailles. Et ce qu'on a pu constater, c'est que oui, il y a une légère différence. Pour la plupart, la moyenne, vous vous situez tous dans le niveau prise de conscience. On en a vu 2 entreprises qui sont au niveau de la maîtrise. Ce sont des entreprises de 1000 employés et plus qu'on a vu à travers de tout ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que généralement, les plus petites entreprises sont au niveau prise de conscience, mais un petit peu plus bas.
au niveau vraiment plus faible. Particulièrement les 1 à 50 employés où ils se retrouvent vraiment sur la limite du niveau réactif. Ensuite, de 201 à 1000 employés sont dans la moyenne, donc ça va bien. Ils sont prise de conscience, mais moyennement élevés. Et finalement, 1000 employés et plus, encore une fois, prise de conscience, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Et voilà comment progresser en analytique RH. Je te laisse le micro, ma chère André. Oui, c'est que je vais vous partager mon écran. Je suis vraiment désolée. Voilà, là, je vous ai perdu. Fait qu'Amy, tu m'arrêteras si les gens ont des questions. Oui, sinon, je vous invite, c'est vrai, tout le monde à les transmettre vos questions à travers le chat si jamais il y a quoi que ce soit. OK. Fait que parlons maintenant des 6 piliers de l'analytique RH. Si on veut, on peut parler de 6 dimensions sur lesquelles vous devez travailler pour améliorer votre maturité analytique. Ces différents piliers-là vous aident aussi à bâtir votre feuille de route en analytique. Fait que, rapidement, là, les 6 piliers, c'est la gestion et la gouvernance des données, donc le pilier données, si on veut. L'infrastructure technologique, donc tout ce qui est en lien avec la technologie qu'on va utiliser pour l'analytique. Le 3e pilier, c'est l'équipe d'analytique RH. Ensuite, 3 autres piliers, l'alignement organisationnel, la culture de données dans votre organisation et l'engagement des utilisateurs. Fait que ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va regarder chacun des piliers et je vais vous situer là, pour chacun des niveaux de maturité, c'est quoi les principales caractéristiques là, de chacun des piliers. Fait que si on regarde la gouvernance, la gestion et la gouvernance des données, vous le savez certainement, mais l'analytique RH, elle n'existe pas sans données. OK? Pour vraiment partir un projet d'analytique, il faut travailler sur les données. Puis au départ, là, c'est 80 de votre temps, ça va être dans la gestion des données. Là, on parle d'intégration des données. Donc, aller sortir les données de vos différents systèmes, les intégrer dans une base de données, un entrepôt de données, dans un outil d'analytique. Donc, l'intégration, un dictionnaire de données, la gouvernance des données. Puis, dans la gouvernance rentre aussi là, tout ce qui est en lien avec la confidentialité des données. La donnée RH est une donnée sensible et la sécurité des données. On va avoir aussi toute l'histoire de l'historique des données. Qu'est-ce qu'on fait avec notre donnée historique qui sont dans nos systèmes? Comment on fait pour l'amener? Comment on historise cette donnée-là? Bien entendu, la qualité des données, puis aussi tous les outils de reporting qu'on va utiliser pour mettre le focus sur ces données-là. Là-dedans aussi, bon, la qualité des données est vraiment est un point majeur là, en analytique RH. Puis ce qu'on voit souvent en RH, puis là, je mets une petite citation d'un de nos clients là, qu'on a déjà eu, puis je ne le nomme pas, mais qui nous avait dit: Ah, mes données RH sont tellement horribles, c'est pire que pire. OK? En RH, on dirait que ça semble être la norme des données, probablement à cause du niveau de maturité. Vous allez voir, là, on va en parler. La donnée RH n'est pas encore vue comme un actif vraiment important pour l'organisation. Et pourtant, ça devrait l'être. Vos données RH ne vont s'améliorer que si vous mettez le spotlight dessus. Ça ne s'améliorera pas tout seul. Donc, il faut le montrer, c'est où on a des problèmes dans nos données. Puis non plus, il ne faut pas attendre d'avoir des données parfaites pour débuter. Il faut faire en sorte de faire un ménage, mais il ne faut pas attendre que ça soit parfait parce que vous ne débuterez jamais. Un autre point aussi important dans la gestion et la gouvernance des données, c'est tout ce qui est conformité, confidentialité et vie privée. Vous savez, on a des nouvelles lois. On a une nouvelle loi au Québec qui est rentrée en vigueur dernièrement. S'il y a une fuite de données, c'est jamais très bon, ça ne fait jamais bonne presse. On veut s'assurer aussi que les gens aient accès seulement aux données qu'elles sont supposées voir. Fait que ça, on vous dit de demander conseil là, à vos légales dans votre organisation, à des partenaires externes à votre organisation qui vont pouvoir vous informer sur qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de notre gouvernance de données.
Vous devez créer des politiques. Vous devez aussi identifier c'est quoi pour vous les données sensibles, mais je pense que la nouvelle loi peut vraiment vous aider à identifier c'est quoi ces données sensibles-là. Limiter les accès seulement aux gens qui ont besoin d'accéder à cette donnée-là puis qui ont le droit de l'avoir. Puis aussi, souvent, quand on est plus mature puis on fait des projets plus structurés en analytique RH, on va anonymiser les données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne veut pas être en mesure d'identifier telle personne, OK? On veut regarder plutôt à des niveaux de groupe. Pour ça qu'on anonymise les données, pour ne pas mettre le spotlight sur des personnes en particulier, mais plutôt plutôt mettre le spotlight sur des groupes et améliorer les groupes, en fait. Fait que si on regarde la gestion et la gouvernance des données au niveau du modèle de maturité, bien, au niveau réactif, comme je le disais, les données ne sont pas un actif important pour l'organisation et encore moins pour les RH. Puis habituellement, on n'a pas de définition, pas de formule commune pour les indicateurs. Il n'y a pas de sécurité nécessairement, ni de gouvernance de données. Puis, on a beaucoup de difficultés aussi à ce niveau-là à avoir accès à nos données. Okay? Ça, c'est le niveau réactif. Le niveau prise de conscience, puis là, ce que je vais vous nommer dans le niveau de prise de conscience, dites-vous que si vous êtes au niveau réactif, bien, c'est peut-être les choses sur lesquelles vous pourriez commencer à travailler. Donc, si on veut être dans le niveau prise de conscience, bien, on veut améliorer l'exactitude puis la qualité de nos données. Ça, habituellement, aussi, on commence à avoir des définitions communes, des définitions claires sur les indicateurs. Qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans notre taux de roulement? Tout ça est clair, tout ça est documenté, puis on essaye que tout le monde adhère à ça. On est conscient à ce niveau-là de la confidentialité des données, mais on est encore aussi très, très manuel dans l'extraction des données. Puis pour la gouvernance des données, habituellement, il y a peut-être déjà dans votre organisation un responsable ou un comité de gouvernance de données, mais les RH sont habituellement pas sont loin de ça. Cependant, ce que j'ai pu voir dans les organisations, là, dans nos organisations clients, c'est que, étant donné la nouvelle loi sur les données personnelles, ben, ça fait en sorte que les RH là, se retrouvent peut-être un peu au centre de ça. OK, la responsabilité de ça dans les petites organisations est tombée sur la table des RH. Donc, les RH doivent de plus en plus prendre conscience donc, de l'importance là, de la gouvernance des données. Au niveau convergence, là, on tente d'intégrer les données de plusieurs systèmes. OK? Donc, à ce moment-là, on a aussi des définitions claires, on a des formules communes, on a des pratiques claires en termes de gouvernance de données, on a un comité de gouvernance en place, puis les RH en font vraiment partie. OK? Au niveau maîtrise maintenant, OK? Au niveau convergence, on était plus dans les données RH, OK? Tandis qu'au niveau maîtrise, là, on vient ajouter toute la dimension des données financières, opérationnelles, des données de vente. On a aussi non seulement des données internes à l'organisation, mais on a aussi des données qui peuvent être externes, comme par exemple la donnée de taux de chômage, de la donnée de benchmark externe, de la donnée sur les bassins de candidats. Donc, quand on est au niveau maîtrise, là, la donnée n'est plus seulement interne à l'organisation, mais elle peut être externe. On a vraiment des définitions claires et communes, comme au niveau précédent. Mais là, toute l'organisation, tout le monde dans l'organisation a accès à ces définitions-là. Tout le monde comprend les définitions. C'est bien entendu, quand on est au niveau maîtrise, là, la gouvernance est au top. Là, et tout ce qui est en lien avec la sécurité et la confidentialité. Quand on est au niveau maîtrise, souvent, c'est de la plus grande organisation qui va être probablement dans différents pays. Donc, on va être en mesure de s'adapter aux différentes lois des différents pays. OK? Fait que voilà, en gros, là, ce qui est pour la gestion et la gouvernance des données. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est l'infrastructure technologique.
Dites-vous que la décision concernant le choix de la technologie est parmi les plus importantes que vous aurez à faire en analytique RH. Puis pourquoi plus importante? Parce que c'est là rentre le signe de dollar, le coût va être important. Et les décisions que vous prendrez au début sur votre infrastructure technologique auront un gros impact sur le futur. OK? Donc, il ne faut pas prendre cette décision-là à la légère, il faut qu'elle soit réfléchie. Et si on regarde les technologies disponibles, là, je les ai séparées en 4, là, et je les ai mis dans un beau petit graphique là, sur la capacité analytique là, qui va de gauche à droite et la spécifique au domaine RH là, de bas en haut. C'est certain que beaucoup utilisent le chiffrier, OK? Et je vous dirais que c'est dans toutes les organisations, on utilise des chiffriers. On va utiliser aussi l'analytique qui nous vient dans notre système d'information RH. Puis là, je dis l'analytique entre guillemets, parce que les systèmes d'information RH et de gestion des talents ne sont pas faits pour faire de l'analytique. Ce sont des systèmes transactionnels, mais vous pouvez obtenir quand même des outils de reporting qui sont dans vos systèmes et peut-être une base d'indicateurs que vous pouvez utiliser. À droite vont être davantage, là, quand on va prendre de la maturité, les solutions qu'on va vouloir explorer. Et là, ben, il y a comme deux grandes catégories, ce qu'on appelle les solutions d'intelligence d'affaires et des applications analytiques RH prédéveloppées, comme notre outil là, Cara. Si vous voulez, on a déjà fait des webinaires là, et on a écrit un livre blanc sur développer à l'interne là, en utilisant des solutions d'intelligence d'affaires ou acheter une solution prédéveloppée. On fait le pour et le contre de ça. On a fait un webinaire là-dessus. Je pense que ça remonte à 2020 peut-être, là, mais vous irez dans notre section ressources si vous êtes rendu là, dans votre développement puis vous voulez savoir quoi faire, vous voulez avoir de l'information, vous allez pouvoir en trouver là, sur notre site Web. Donc, si on revient à l'infrastructure technologique, au niveau réactif, on parle seulement d'Excel, OK? Comme on n'est pas dans un mode, puis là, j'appelle ça routinier, là, on est dans un mode plutôt réactif, on met notre chiffrier à jour au besoin. Quand on a quelque chose, puis quand on a un chiffrier de montée, là, sinon, on a une seule source de données habituellement, là, c'est soit notre système de paye, notre système RH. On n'investit vraiment pas dans la technologie pour l'analytique à ce niveau-là. Il n'y a pas de dollar qui est dépensé. On pense au niveau réactif, là, on est encore en train de penser, je devrais-tu avoir un système d'information RH? Là, OK? Fait que ça, c'est le niveau réactif. Le niveau prise de conscience. Bon, là, oui, on utilise Excel. On va voir certains qui vont utiliser Power BI. Il n'y a pas encore beaucoup d'investissement qui est fait, mais il y en a un peu plus que le niveau précédent. Mais c'est à ce niveau-là qu'on commence à penser à un entrepôt de données RH. OK? Surtout vers la fin de ce niveau-là, on se rend compte qu'on a des sources de données. On veut mettre l'information RH à un seul endroit. Et c'est là que ça va se mettre à ralentir. La progression là, va se mettre à ralentir. Pourquoi? Parce que qui dit entrepôt de données dit long projet et surtout projet très coûteux. Sachez qu'il y a plusieurs projets d'entrepôt de données qui échouent, OK, qui ne se rendent pas à terme. Je nommerai pas mais j'en nommerai pas, mais j'en connais plusieurs. Puis la seule statistique que j'ai là, à date de 2017, mais en 2017, là, c'était 50 des projets d'entrepôt de données qui échouaient. Donc, à ce niveau, on collecte de l'information dans plus d'un système, habituellement paye RH. On va dans l'ATS aussi, on va aller collecter de l'information. On va aller collecter de l'information de sondage, mais là, on cherche à mettre ensemble cette information-là. Et c'est pour ça là, que on commence à avoir l'idée de se bâtir un entrepôt. On commence aussi à fournir des indicateurs et des rapports de façon plus régulière. Donc, là, on a une cadence, moi, ce que j'appelle avoir une cadence. On sort des rapports à tous les mois ou trimestriellement. On est capable de fournir de l'information à quelques personnes dans notre organisation. Au niveau convergence, donc au niveau 3, on a une source de données unique. Là, on a notre entrepôt.
toutes les données des différents systèmes se retrouvent ou sont regroupées au même endroit. On ne fait pas non plus, au niveau des outils de sondage là, pour la donnée active, là, quand on est au niveau convergence, on n'a pas juste un sondage de mobilisation annuel, OK? On a vraiment là, beaucoup plus de données actives qui nous proviennent des employés. On a habituellement des polls qui sont faites. On a des sondages d'accueil, on a des entrevues de départ, des entrevues de fidélisation. Et cette donnée-là, là, elle est collectée aussi. Donc, ça, c'est d'autres sources de données. Puis là, on essaye d'intégrer ces sources-là. Les outils de visualisation aussi sont bien meilleurs qu'on était au niveau de la prise de conscience. Ces outils de visualisation-là sont aussi interactifs. Puis c'est là qu'on va investir. C'est à ce niveau-là qu'on va investir le plus en technologie. OK? Les budgets qu'on va avoir besoin pour être au niveau convergence, là, c'est là que le plus gros de vos budgets de l'équipe analytique RH va être dans la technologie. Au niveau maîtrise, là, on a notre entrepôt de données ou notre endroit où toute notre donnée RH a été regroupée. Mais la différence avec le niveau précédent, c'est que les gens ont confiance, OK, en cette source de données-là unique, OK? Donc, on ne questionne plus la qualité là, quand on est rendu au niveau maîtrise. Convergence, l'entrepôt de données est comme encore en traitement. Fait que, on n'est pas encore sûr à 100 de la qualité, tandis qu'au niveau maîtrise, là, on ne questionne plus ça. On a des sources de données qui sont traditionnelles. OK? Puis dans les sources traditionnelles, là, c'est toutes les données qui sont, par exemple, le SIRH, le LMS, le ERP, le système financier de l'organisation. Mais on va avoir des sources de données non traditionnelles. Et là, ben, ça va être plus de la donnée comme dans Teams, de la donnée de Outlook, de la donnée qui provient des réseaux sociaux autant internes que externes. À ce niveau-là aussi, on va utiliser des outils et des techniques d'intelligence artificielle. Fait que vous voyez, là, on est rendu à un step beaucoup plus loin. Cependant, les investissements en technologie sont toujours là, mais vont être moins grands au niveau convergence parce que notre technologie, elle va être rendue un peu plus mature. Fait que voilà au niveau de l'infrastructure technologique. Si on parle maintenant du troisième pilier qui est l'équipe d'analytique RH, bon, une personne, est-ce qu'on peut appeler ça une équipe? Peut-être. Mais pour partir, ça prend au moins une personne. Donc, est-ce que c'est une personne qui va être à temps plein à faire de l'analytique RH dans notre organisation ou est-ce qu'elle va être là, que dans ses responsabilités, elle va avoir, je ne sais pas, un 50 en analytique, 50 pour faire d'autres choses, 25 je ne sais pas, c'est à vous de décider, mais ça prend vraiment une personne responsable pour partir en analytique RH. On a maintenant quelques benchmarks à savoir combien de personnes dans l'équipe analytique RH par rapport au nombre total d'employés. Puis pour les entreprises qui sont, je dirais, de classe mondiale en analytique RH, le ratio est de une personne pour 2300 employés. Là, quand vous entendez ça, vous vous dites, écoute, moi, je suis 500 employés, ça veut-tu dire que je n'aurai pas une personne en analytique RH avant qu'on soit 2300, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est dans le cas où on a des très grandes organisations. Dans le cas où on a une plus petite organisation, bien, pensez que pour arriver au niveau maîtrise en analytique RH, ça va être difficile pour une plus petite organisation. Ça ne veut pas dire, cependant, qu'on ne peut pas être à un niveau prise de conscience et viser à être au niveau convergence, mais le niveau maîtrise pour une plus petite organisation va être un petit peu plus compliqué. Cependant, si vous voulez progresser en analytique, vous n'avez pas le choix de nommer quelqu'un qui va être responsable de l'analytique. Si on regarde maintenant, là, c'est quoi les compétences d'une équipe en analytique RH? Bien, ça nous prend quelqu'un qui comprend la business. Ça nous prend quelqu'un qui a un profil un peu consultant. Ça pourrait nous prendre aussi quelqu'un qui est bon raconteur, qui est capable de faire du storytelling, donc plus profil vente marketing. Des profils de psychologues organisationnels ou de sociologues, on voit ça dans les équipes d'analytique RH.
Bien entendu, on a des gens d'RH dans les équipes d'analytique RH, donc des gens qui comprennent les RH, qui comprennent les processus RH de l'organisation. Puis, on va avoir aussi la catégorie de tous ceux qui sont bons en statistique, en analyse de données, les profils là, scientifiques de données, si on veut. Puis, on va avoir aussi des profils TI. Donc, dans une équipe d'analytique RH, voilà les compétences là, qu'on pourrait aspirer à avoir. Il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir une personne qui a toutes ces compétences-là. C'est pour ça que le concept d'équipe commence à prendre forme. Équipe d'analytique RH, maintenant, comment ça pourrait être structuré? Puis si vous voyez là, mes petites boîtes, là, il y en a qui sont entourées, là, le tour est plus épais en bleu pâle. Là, c'est pour vous dire qu'au départ, là, on devrait avoir un responsable analytique et rapidement, on devrait briser tout ce qui est reporting, indicateur RH devrait être sous quelqu'un responsable de ça, puis quelqu'un qui est responsable de l'analytique RH, donc de faire des projets bien spécifiques pour faire soit du prédictif, analyser des situations bien particulières. Donc, si vous ne faites pas ça, d'aller diviser tous les gens qui font du reporting et les indicateurs de ceux qui font l'analytique, bien, vous allez faire la plupart du temps seulement du reporting parce que les demandes dans les organisations sont très grandes à ce niveau-là. Fait que vous voyez, là, les 2 boîtes bleu pâle, c'est peut-être les premières boîtes qu'on met en premier. Ensuite, si on a une équipe d'analytique RH là, à plus grand niveau, bien, on peut avoir quelqu'un qui est responsable de l'écoute employée, donc de tout ce qui est sondage, toute la donnée active. Et on pourrait avoir aussi quelqu'un qui est responsable de la planification stratégique des effectifs. Parce que qui dit planification stratégique des effectifs dit bon lien avec analytique RH. Fait que vous voyez en gros là, à quoi pourrait ressembler la structure d'une équipe d'analytique RH. André, Maintenant, j'ai une question que je me fais souvent poser. oui, Puis, il y a la première personne responsable de l'analytique RH, forcément, c'est une personne issue du domaine RH, mais quand on arrive, qu'on commence à former l'équipe, là, tu viens de nommer les différents profils qu'il devrait y avoir au sein de l'équipe. Mais le premier profil, parce que jamais on ne peut pas aller chercher une équipe de 6 personnes simultanément, le premier profil qu'on devrait regarder, ça devrait être quoi? un profil TI. Parce que ça va nous prendre quelqu'un qui va nous aider à extraire la donnée. Là. Puis c'est le premier, tu sais, ce qu'on voit souvent dans les organisations là, qui sont au niveau prise de confiance, là, puis qui ont une petite équipe. Là, puis je pense que je le dis dans ma slide. Ah ben oui, je le dis. L'équipe est composée principalement de professionnels RH et de personnes issues des TI. Fait que c'est les 2 profils qu'on voit en premier. OK? Donc, des gens d'RH avec des gens de TI. Puis ça, j'ai des images en tête là, où je vois plusieurs des clients qu'on a rencontrés où c'était ça, là, le départ de l'équipe analytique RH. C'est correct, Amy? Oui. Fait que maintenant, si on regarde l'équipe d'analytique RH, au niveau réactif, bien, il n'y en a pas d'équipe là, parce qu'il n'y a pas de rôle défini. OK? Il n'y a pas de responsable. On a souvent une personne qui va créer un Excel, celle qui est un petit peu mieux que les autres en Excel pour répondre à des questions. Tu sais, on est réactif, là. Fait qu'on répond à des questions, on réagit, OK? On n'est pas en mode d'établir des choses, on est vraiment en mode réaction. Puis on fournit surtout des rapports, des listes d'employés, mais on fait très, très peu d'analyse. Je ne dis pas qu'on n'en fait pas. Ça peut arriver qu'on ait à analyser quelque chose au mode réactif, mais c'est très rare. Quand on est au mode dans le niveau prise de conscience, là, il y a un responsable. Puis moi, j'ai vu ça là, souvent dans une organisation. Là, j'ai en tête une organisation qui a 2000 employés, là, puis tu avais une personne qui était responsable de l'analytique parce qu'on voulait partir ce projet-là. Puis cette personne-là, c'était 20 de son temps. OK? Une journée semaine. Une journée semaine, elle passait ça, elle passait son temps sur l'analytique. Fait qu'il faut que ça commence quelque part. OK? Fait que pour la prise de conscience, on a vraiment quelqu'un qui est responsable de l'analytique. Puis à la fin de ce niveau-là, parce que le niveau prise de conscience est probablement le niveau qui est le plus, un des niveaux, niveau 2 et niveau 3 sont les niveaux qui sont les plus longs là, en temps. À la fin du niveau prise de conscience, là, on pourrait penser à avoir 1 à 3 personnes là, dans notre équipe. Puis comme je le disais, professionnel RH avec TI.
On fait presque exclusivement du reporting à ce niveau-là. On pourrait aussi avoir comme des embryons de tableau de bord qui commencent, mais tu sais, c'est très embryonnaire, puis c'est très manuel encore. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, on n'a pas de plan de carrière pour notre équipe d'analytique RH. Tu sais, c'est pas encore, on ne voit pas encore l'analytique RH comme une carrière dans l'organisation. Tandis que quand on arrive au niveau convergence, là, l'équipe d'analytique RH, on peut penser faire carrière en analytique RH dans cette organisation-là. Il y a des plans de carrière qui sont mis en place pour l'équipe analytique RH. L'équipe d'analytique, à ce niveau-là, elle s'agrandit encore. Là, j'ai mis 4 à 8 personnes, mais ça va dépendre de votre organisation, ça va dépendre de votre taille. Mais dans ce niveau-là, on expérimente sur des nouvelles façons d'analyser les données. On utilise plusieurs types d'outils. C'est là qu'habituellement, va arriver le premier scientifique de données dans votre organisation, où il va arriver un psychologue organisationnel dans l'équipe. C'est au niveau convergence là, que ça va se passer. À ce niveau-là aussi, on répond à des questions plus stratégiques. On n'est pas dans le taux de roulement. Là. Okay? Oui, le taux de roulement, on le maîtrise, là, mais on répond à des questions beaucoup plus stratégiques. Puis comme je le disais, on a des plans de carrière là, pour les gens de l'équipe. Si on va maintenant au niveau maîtrise, ben là. Il y a une question, André, dans le chat Oui, que j'aimerais oui. poser. Est-ce qu'on peut considérer que les niveaux 1 à 4 sont aussi en fonction des besoins des entreprises? Autrement dit, ce n'est pas nécessaire pour une entreprise de 20 personnes d'être en maîtrise. C'est sûr, c'est certain. C'est certain. Tu sais, l'analytique, mais ça ne veut pas dire que quand on est 20 personnes dans notre organisation, qu'on ne peut pas aspirer à au moins se structurer en analytique puis d'utiliser les données pour la prise de décision. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. Est-ce qu'on veut prendre nos décisions basées sur l'intuition, basées sur notre expérience personnelle, basées sur la hiérarchie de l'organisation, ou on veut vraiment baser nos décisions sur le talent puis sur les RH, baser ça sur des données? OK? C'est ça l'analytique RH, c'est de baser nos décisions sur les données. Donc, quand on est dans une plus petite organisation, puis on a une décision RH à prendre, d'accumuler des données, puis d'avoir des indicateurs, des benchmarks, ça peut juste faciliter la prise de décision. OK? Fait que ça, pour une entreprise, une petite organisation, il faut puis c'est beaucoup plus facile à mettre en place dans une petite organisation. Mais tu sais, il faut aspirer au niveau prise de conscience, puis peut-être se dire, je veux peut-être être aller un petit peu plus loin que ça, mais vous n'aurez pas un psychologue organisationnel, puis vous n'aurez pas non plus un scientifique de données quand on est 20 employés dans une organisation, puis que il y a une personne d'RH, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il faut voir ça de cette façon-là. Cependant, comme je vous dis, il faut viser à prendre nos décisions RH basées sur des données, basées sur des faits et non pas rien que notre intuition. OK. Niveau maîtrise, maintenant, bien là, on a une équipe d'analytique RH qui est vue comme stratégique, comme un centre d'expertise en soi. L'équipe continue de s'agrandir. On a différents profils. Là. Tu sais, la roue que je vous ai montrée tout à l'heure, là, avec toutes les compétences, bien ça, on l'a. Là. Quand on maîtrise, là, on a les différents profils. Puis là, on a vraiment un parcours bien établi pour les membres de notre équipe. Puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau maîtrise, habituellement, l'équipe va relever directement du CHRO ou du VPRH dans les organisations. C'est ce qu'on voit. Si on parle maintenant de l'alignement organisationnel, c'est une autre dimension importante, qu'il faut un pilier sur lequel il faut bâtir, là, puis comment s'aligner, pour que les investissements en capital humain là, soient fructueux, il faut être aligné sur les objectifs d'affaires, puis ultimement sur la stratégie organisationnelle. Qu'on soit 20 employés ou 500, ce qu'on fait en RH, il faut que ça soit aligné avec les objectifs d'affaires. Et ça, je pense qu'on en parle depuis longtemps. Je sais que là, on parle souvent de l'alignement organisationnel, mais en analytique RH, c'est primordial.
OK? Donc, pour que l'analytique RH prenne vraiment son envol, elle doit aider à résoudre des vrais problèmes, OK? Ceux qui ont vraiment un impact sur les objectifs d'affaires de l'organisation. Bon, avant, je disais, mesurez pas le taux de roulement si le taux de roulement est bas chez vous. Bon, bien, le taux de roulement bas, on en voit de moins en moins dans les organisations, mais il faut que ce que vous mesurez, sur quoi vous travaillez, ait vraiment un lien avec la stratégie d'affaires de l'organisation. Donc, comment on peut s'aligner? Bien, il faut identifier les préoccupations de la haute direction, connaître les 5 choses qui empêchent votre président de dormir, OK? Ce qu'on peut aussi, pour aider à s'aligner, bien, regarder les KPI sur le tableau de bord corporatif. C'est quoi qu'on regarde sur le tableau de bord corporatif? Ça va peut-être vous aider à aligner vos actions au niveau de l'analytique RH. Suivre les indicateurs RH, ceux qui sont reliés surtout aux résultats RH, puis identifier où les RH peuvent ajouter le plus de valeur dans l'organisation. OK? Que ce soit, bon, au niveau des talents clés, probablement, au niveau où ça coûte cher, où les RH coûtent cher, au niveau où on a un taux de roulement plus élevé, par exemple, si on a un centre d'appel. Fait que c'est là où vos projets d'analytique RH devraient commencer parce que c'est là que ça va ajouter le plus de valeur rapidement dans votre organisation. Fait que ça, c'est pour l'alignement. Si on regarde l'alignement organisationnel des différents niveaux, ben, au niveau réactif, là, habituellement, les besoins de l'organisation sont un peu ou pas compris, là. Donc, de temps en temps, on a une demande qui provient de la haute direction, puis là, on tente d'y répondre. On a des réponses sporadiques. Fait que, c'est pas, on n'est vraiment pas aligné, là, mais parce qu'on n'en fait pas d'analytique de toute façon, là, mais on n'est pas aligné. On n'est pas non plus, on n'a pas de partenariat vraiment avec les autres fonctions au niveau de l'analytique. Les RH ont de la difficulté à aligner leurs actions et leurs initiatives avec les objectifs d'affaires à ce niveau-là. Au niveau prise de conscience, les partenariats avec les autres fonctions là, commencent à émerger. Donc, souvent, on va avoir un partenariat avec finance, OK? Surtout pour avoir un besoin d'aligner les différentes définitions d'indicateurs. Je dis souvent, pour bien définir un indicateur comme le headcount, le nombre d'employés, bien, alignez-vous avec les finances. N'arrivez pas avec un headcount différent que les finances, vous ne gagnerez pas. OK? Fait qu'il faut vraiment, je vous dirais que la première fonction avec laquelle on peut s'aligner, c'est vraiment les finances. Puis on va commencer aussi à collaborer de plus en plus avec les TI, autant pour aller chercher les données, mais aussi pour la gouvernance des données, puis la sécurité, confidentialité, etc. On aura rarement des partenariats avec les opérations à ce niveau-là. Mais on a encore quand même de la difficulté à aligner les actions et les initiatives avec les objectifs d'affaires de l'organisation. Mais on est mieux qu'au niveau réactif, mais ce n'est pas encore inné, si on veut. Au niveau convergence maintenant, là, l'accent est vraiment mis sur s'aligner sur la stratégie et les objectifs de l'organisation. Les RH commencent vraiment à démontrer une valeur stratégique dans l'organisation. Le focus là, de l'équipe d'analytique RH passe des RH aux objectifs d'affaires. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne fait plus de l'analytique RH pour les RH, on fait de l'analytique RH pour l'organisation. C'est différent comme focus, ça. Il existe maintenant des partenariats avec les unités opérationnelles. On est capable de répondre aux questions des unités opérationnelles. L'analytique RH est de plus en plus intégrée aux décisions critiques de l'organisation. Ça, c'est au niveau convergence. Au niveau maîtrise, maintenant, bien, il y a des bons partenariats à peu près avec tout le monde, avec la haute direction aussi. L'équipe d'analytique RH participe aux principaux projets stratégiques de l'organisation qui a un lien talent fort. Donc, l'analytique RH n'est plus juste là pour prendre des commandes, répondre à des questions. Elle fait vraiment partie de l'équipe stratégique de l'organisation, tout projet stratégique. L'équipe d'analytique RH est capable à ce niveau-là d'aligner ses actions et ses initiatives directement avec les objectifs d'affaires.
Au niveau maîtrise, on est capable de parler de retour sur investissement. On est capable de parler d'analyse de risque. Fait que voilà, en gros, là, ce qui est en lien avec l'alignement organisationnel. Je regarde l'heure, là. Oui, on continue. La culture de données, maintenant, pilier numéro 5, dimension numéro 5. La culture de données n'est pas seulement pour les RH. La culture de données doit exister partout dans l'organisation. C'est pour ça que ça devient des fois difficile pour les RH parce que ce n'est pas nécessairement juste vous qui peuvent inculquer la culture de données. OK? Ça doit venir d'en haut. Mais qui dit culture de données dit littératie des données. OK? Fait que ce qu'il faut là, pour les RH, c'est d'adopter une mentalité orientée sur la performance et les faits, d'avoir des formations, de prendre des formations, de bâtir un curriculum de cours, si vous voulez, pour votre équipe RH, pour mieux comprendre l'utilité de l'analytique. Aussi, ce qu'on voit dans les organisations qui ont une culture de données plus forte, c'est qu'on bâtit vraiment des business cases pour nos projets RH. On essaye de quantifier les retours sur investissement. Puis je dis bien on essaie, ce n'est pas facile, là, mais au moins on arrive avec des faits, des données, des benchmarks quand on présente une initiative RH. Puis comment on fait pour avoir une culture de données à l'échelle de l'organisation? C'est probablement la plus difficile dimension là, pour les RH, OK, à mettre en place pour les RH. Parce que la culture de données, elle ne proviendra pas des RH. Il faut qu'elle provienne de toute l'organisation, il faut qu'elle provienne de la haute direction. Souvent, le secteur d'activité fait en sorte que la culture de données est bien implantée dans l'organisation. Quand on est dans un domaine comme finance, assurance, les chiffres, on en parle. La culture de données, ça existe déjà dans l'organisation. Parce que ce qui mène la barque en haut, là, c'est des actuaires, c'est des gens de finance, donc c'est des gens de chiffres. Donc, dépendamment du secteur d'activité, la culture de données va être plus présente ou pas, là, dépendamment du secteur. Mais comment la culture de données peut être améliorée? Bien, ça prend des communications fréquentes de la haute direction qui parlent que les données, c'est important. Il faut avoir un environnement qui facilite la culture de données. Il faut considérer les données comme un atout compétitif, comme un actif précieux pour l'organisation. Mais il ne faut pas penser que les données vont remplacer le jugement humain. Les données ne font qu'appuyer le jugement humain, OK? Ça vient aider à notre jugement, ça ne le remplace pas. Puis c'est ça, les organisations qui sont matures puis qui maîtrisent l'analytique, ils ont vraiment trouvé le juste milieu entre données et expérience. Si on regarde culture de données, dans le mode réactif, là, on n'a pas d'indicateur de performance standard. Les données ne sont pas considérées comme un actif de valeur. L'intuition, l'expérience, la hiérarchie, c'est ça qui sert à la prise de décision. Les données sont rarement utilisées pour influencer les décisions relatives au talent. L'équipe RH a peu de compétences en matière de données. L'équipe RH est exclusivement, puis je dis bien exclusivement axée sur les personnes et non sur les chiffres. Je ne dis pas qu'il faut être exclusivement axé sur les chiffres, là. Il faut avoir une balance, mais quand on est au niveau réactif, là, le penchant chiffre, il n'est pas là. Au niveau prise de conscience, les données et les indicateurs jouent un rôle croissant, OK, et servent de plus en plus à la prise de décision. On entend la haute direction qui parle de l'importance d'avoir des indicateurs. Quand la haute direction commence à demander d'avoir des indicateurs RH, quand la haute direction a déjà un tableau de bord corpo en place, là, on voit qu'on est certainement au niveau prise de conscience. L'équipe d'analytique RH rassemble les données, répond aux questions spécifiques et aux besoins en termes de rapport. Puis, les gens d'analytique sont quand même un peu plus calés, on va dire, en données RH, tandis que
le reste de l'équipe RH va avoir des compétences faibles à moyennes là, en tout ce qui est en trait aux données. On est encore orienté sur les personnes. Notre dimension chiffre commence à prendre un petit peu plus de place, mais on est encore très orienté au niveau de l'équipe RH sur les personnes. La convergence maintenant, bien là, les données font partie de la majorité des décisions. Okay? La haute direction met beaucoup d'emphase sur l'importance des données. L'équipe d'analytique RH fait de plus en plus partie des décisions stratégiques. Et là, on commence aussi à vouloir faire en sorte que toute l'équipe RH ait des compétences, améliore ses compétences en ce qui est en lien avec les données. Fait que tous les professionnels RH à ce niveau-là, au niveau convergence, sont modérément à l'aise avec les données. Okay? Ils savent c'est quoi un taux de roulement, savent comment l'interpréter, savent comment l'utiliser au niveau convergence. Niveau maîtrise, ben là, la haute direction communique fréquemment l'importance de prendre des décisions avec les chiffres. Il existe une culture de données qui favorise l'expérimentation de différents outils, de différents modèles, d'approches pour étudier le comportement des employés. Puis je vous dirais qu'à ce niveau-là, l'ensemble de la fonction RH maîtrise parfaitement. Bon, parfaitement, c'est peut-être fort, mais l'ensemble de la fonction RH maîtrise les données parfaitement. Je pourrais changer ce mot-là. Là. Je ne pense pas qu'on puisse. Je n'ai pas vu encore d'entreprise où tous les RH maîtrisaient les données de façon parfaite, mais au moins sont capables d'utiliser puis comprennent vraiment l'importance d'avoir des données pour la prise de décision. Le dernier pilier, c'est l'engagement des utilisateurs. Puis là, je vais me dépêcher. Mais là, l'engagement des utilisateurs, c'est que l'analytique RH, il faut que ça augmente en nombre d'utilisateurs dans l'organisation, mais surtout la variété des utilisateurs. Qui utilise l'analytique RH? Il y a plusieurs gens qui peuvent l'utiliser, plusieurs types d'utilisateurs qui peuvent l'utiliser, comme l'équipe RH, les responsables RH, la haute direction, les gestionnaires, puis même les employés. Donc, si on veut améliorer l'engagement des utilisateurs, bien, il faut instaurer rapidement le libre service pour vos différents utilisateurs. Il faut arrêter que vous soyez obligés de répondre à toutes les questions. Il faut que vous permettiez aux gestionnaires, aux autres utilisateurs d'avoir leur propre tableau de bord, d'être capables de répondre à leurs propres questions en utilisant les outils d'analytique en libre service. Donc, l'engagement des utilisateurs, c'est certain qu'au niveau réactif, là, les seuls utilisateurs des données RH sont les RH. Là. Il n'existe pas de tableau de bord ou de libre service pour rendre l'information accessible à différents utilisateurs. Puis il y a beaucoup de perte de temps là, à ce moment-là qui est fait à comparer des chiffres, lequel chiffre est le bon, tu n'as pas la bonne définition, etc. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement au niveau des utilisateurs. Prise de conscience, on a quelques utilisateurs seulement, mais c'est surtout à l'intérieur de la fonction RH. Les tableaux de bord au rapport sont partagés mensuellement avec la haute direction. Donc, on va avoir un peu d'utilisation de la haute direction, mais l'équipe RH, là, elle répond surtout à des questions, mais n'est pas proactive. Elle répond à des questions, puis elle fournit des tableaux de bord mensuels, mais n'est pas proactive là, sur trouver des solutions puis faire des analyses. Au niveau convergence, le nombre d'utilisateurs augmente. Okay? Il y a une variété d'utilisateurs, la haute direction, l'équipe RH. Puis là, on commence à disséminer l'information auprès des gestionnaires. Tous les gestionnaires, habituellement, au niveau convergence, vont avoir accès à des informations en libre service avec des indicateurs, des analyses standards dans tous les domaines des RH. Donc, autant au niveau du recrutement, de la formation, de l'absentéisme, de la rétention. Donc, le libre service là, est établi au niveau convergence. Puis c'est à ce moment-là, au niveau convergence aussi, que l'analytique et RH vont maintenant de pair. OK? Au niveau maîtrise, l'analytique et RH fait partie des outils qui sont utilisés tous les jours. Donc, niveau convergence,
l'utilisation est encore utile. Notre gestionnaire, il va voir son tableau de bord une fois par mois. Au niveau maîtrise, là, c'est à tous les jours qu'on utilise les outils d'analytique. L'analyse prédictive est accessible à tous. Les différents utilisateurs ont accès à des experts en analytique pour les aider à analyser différentes situations. C'est là qu'on va voir arriver là, le profil consultant analytique RH, qui va être un peu comme un HRBP, un partenaire d'affaires RH, mais c'est un partenaire d'affaires, si on veut, en analytique RH qui va venir aider les gestionnaires à mieux comprendre leur tableau de bord, etc. Fait que ça, c'est le niveau maîtrise. Et là, ben, Il y a une pour... question. Oui, oui. Dans maîtrise, analyse prédictive accessible à tous, quel outil utiliser? Quelle expertise avons-nous besoin? Ben, il faut que les analyses prédictives ils soient, moi, ce que j'appelle cannées. Là. Il ne faut pas que ça soit en mode exploratoire. Donc, il faut que ça fasse partie d'un outil. Par exemple, là, on pourrait donner accès à des gestionnaires. C'est quoi les groupes d'emploi qui sont à risque de quitter dans les prochains mois? Donc, qui aient accès à cette information-là. Sous quelle forme ça prend? Ça va dépendre de vous. Ça pourrait être visualisé dans un outil comme Cara, comme dans un outil Power BI, mais il faut que les modèles soient, comme ce que j'appelle en production, ce soit des modèles canés et non pas juste des études qu'on fait dans l'équipe d'analytique RH. Je ne sais pas si ça répond. Là. Maintenant, pour améliorer votre maturité, vous devriez travailler sur tous les piliers. Ah, puis là, on a changé ma slide parce que j'avais collé des piliers ensemble. J'avais mis gestion et la gouvernance des données, équipe d'analytique RH, puis alignement organisationnel. Ça devrait être les premières choses sur lesquelles vous devez travailler quand on débute en analytique RH. OK? Donc, gestion, gouvernance des données, équipe d'analytique RH, alignement organisationnel. Ensuite, quand on veut progresser davantage, on va travailler sur l'infrastructure technologique. Puis finalement, l'engagement des utilisateurs et la culture des données, ça, je le mets à part parce que ce n'est pas juste vous qui va devoir travailler sur la culture des données, là. C'est at large dans l'organisation. Fait que voilà, je m'arrête ici, Amy. Ben, là, je ne te redonnerai pas la main, je vais te mettre la slide là. OK, Oui, il n'y a fait que pas de vas-y. problème. Oui. Ben, je ne sais pas si la plupart d'entre vous avez participé au sondage. Probablement, si jamais vous ne l'avez pas fait et que vous souhaitez participer, vous pouvez encore le faire. Donc, vous avez le lien qui est ici. La présentation va vous être envoyée. Il va vraiment avoir un hyperlien cliquable directement dedans. Donc, vous pourrez encore participer. Puis, les résultats finaux vont être présentés lors du webinaire de février en collaboration avec Horizon RH. Donc, il va y avoir des segmentations un petit peu plus approfondies que vous pourrez également voir à ce moment-là. Je vous rappelle que les prochaines activités, donc au terme du webinaire, vous allez recevoir un sondage de satisfaction. Je vous invite à y participer en grand nombre. Et tel que demandé tout à l'heure dans la conversation, vous recevrez vers la fin de la semaine la présentation ainsi que le lien vers le webinaire au cas où vous voudriez le revoir, le participer ou le partager auprès de vos proches. Et finalement, vous pouvez encore vous inscrire à notre prochain webinaire qui va avoir lieu en janvier sur les différents domaines d'indicateurs et on va commencer avec les indicateurs de roulement. Donc, je vous invite encore une fois à y participer en grand nombre. C'est tout. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez... C'est tout. Vous pouvez me contacter. Donc, merci à tous pour votre participation.